Bienvenue à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui au cœur de Prague, ville de mystère s'il en est. Imaginez Robert Langdon, oui, le fameux symbologiste, qui se réveille au Four Seasons. Mais il n'est pas là en touriste, pas cette fois. Non, pas vraiment. Il accompagne une amie, une collègue, Catherine Solomon. Exactement, une scientifique brillante sur le point de faire, une annonce potentiellement révolutionnaire sur la conscience humaine. Et c'est là que les ennuis commencent, bien sûr. Bien sûr. Alors, nos sources, ce sont des fragments d'un récit très intense. Ça se passe sur quelques jours à peine. On a du suspense, de la science, des symboles. Tout ce qu'on aime. Notre mission, si on l'accepte, démêler cette intrigue. Une intrigue complexe, il faut le dire. Un professeur un peu perdu, une scientifique avec un secret, un manuscrit qui attire les convoitises et des choses assez sombres cachées à Prague. Voire d'occultisme. On pense à Rodolphe II, John Dee, Edward Kelly, Kafka bien sûr, et la légende du golem. L'atmosphère de la ville joue un rôle, c'est certain. Elle imprègne tout le récit. Et notre Langdon, lui, il essaye de garder ses repères. Réveil matinal, petit jogging, comme d'habitude. Direction la piscine de Strahof, apparemment. Il est là pour Catherine, pour sa conférence au château. Mais qui est-elle, cette Catherine Solomon? Qu'est-ce qui la rend si spéciale et visiblement si en danger? Catherine Solomon, c'est une figure de proue de la science noétique. Alors, la noétique, c'est, disons, l'étude scientifique de la conscience, de l'esprit, et comment tout ça interagit potentiellement avec le monde matériel. Potentiellement. Je sens que c'est un sujet sensible. Oh que oui! C'est un domaine assez explosif. Ça touche à des questions philosophiques, religieuses même. Et ça heurte de front le matérialisme scientifique ambiant. L'idée que la conscience ne soit que le produit du cerveau, quoi. D'après les sources, certains scientifiques sont tellement mal à l'aise qu'ils évitent même le mot conscience. Le C-word, comme ils disent. Carrément. Et donc sa conférence a fait du bruit. Énormément. Elle a comparé ce qu'elle s'apprêtait à révéler à des changements de paradigme majeurs, vous voyez, comme passer de la Terre au centre de l'univers ou Soleil, ou de la Terre plate à la Terre ronde. Forcément, ça intrigue. Elle a aussi parlé d'un livre qu'elle écrit, un manuscrit secret, même pour Langdon. C'est ça le nœud du problème. Tout à fait. Ce manuscrit contiendrait ses découvertes les plus fondamentales sur la conscience. Et à peine la conférence terminée, c'est l'escalade. Son éditeur à New York, un certain Jonas Folkman, est agressé très violemment. Son appart est mis sens dessus-dessous. On cherche ce livre. Et au même moment, à Prague, Une autre neuroscientifique, Brigitta Gessner, qui devait accueillir Catherine, disparaît. Et puis, il y a cette ombre qui commence à planer. Une figure menaçante, le golem. Le golem, on y revient. Ça nous ramène direct aux légendes pragoises. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur cette histoire et le lien avec ce qu'on lit? La légende la plus connue, c'est celle du rabbin Lo, au XVIe siècle. Pour protéger sa communauté, il aurait créé un être d'argile. Il l'aurait animé en écrivant Emet. Emet, vérité, en hébreu, sur son front. Classique. Mais ça tourne mal, j'imagine. Souvent, oui. La créature devient incontrôlable. Pour l'arrêter, le rabbin aurait effacé la première lettre, Aleph. Il reste Met, mort. Le golem redevient poussière. Ses restes seraient cachés dans la synagogue Vieille Nouvelle. C'est une histoire puissante sur la création, le pouvoir, la responsabilité aussi. Et dans notre histoire, cette légende devient Réel, ou presque. On a cette silhouette, masque d'argile, des vêtements lourds. Oui, et c'est ça qui est troublant. Ce golem moderne se voit comme un protecteur lui aussi. Il dit protéger une jeune femme, Sacha Vesna. Mais sa protection est... Brutal. Il tue Brigitta Gessner Il la tue. Pourquoi? parce qu'il l'accuse de trahir Sacha. Il se perçoit comme une entité distincte agissant à travers un corps. Le mythe et la réalité meurtrière se mélangent de façon très inquiétante. Ce qui nous ramène à Catherine et à sa science. Si ce manuscrit est si précieux, si dangereux, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont ses idées sur la conscience? En gros, Catherine remet en cause l'idée que la conscience est juste un produit du cerveau. Elle utilise une analogie, la radio. Le cerveau serait le poste récepteur, pas l'émetteur. La conscience elle-même serait ailleurs, non locale. Non local. C'est-à-dire, Comme un champ d'information universel, c'est radical comme idée. Elle se base sur quoi? sur plusieurs choses en fait. D'abord, la physique quantique. La non-localité, l'intrication, ces particules liées à distance, instantanément.
Ensuite, elle regarde les états de conscience modifiés, les moments où les filtres du cerveau semblent s'abaisser. Les filtres? Oui, elle pense qu'un neurotransmetteur, le GABA, agit comme un inhibiteur. Il limite notre perception ordinaire pour qu'on puisse fonctionner au quotidien, quoi. Et si ce filtre GABA diminue, notre perception s'élargit. C'est son hypothèse. Elle prend l'exemple des expériences de mort imminente, les EMI. Des études post-mortem ont montré une chute du GABA chez certains patients. Les récits de paix, d'unité cosmique, ce ne serait pas juste un manque d'oxygène, mais peut-être l'ouverture du récepteur cérébral à quelque chose de plus vaste. Intéressant. Elle fait d'autres parallèles. Oui, avec l'état de clarté après une crise d'épilepsie par exemple, ou même les effets de certaines drogues psychédéliques. Contrairement à ce qu'on pense, elle pourrait abaisser l'activité du GABA et donc ouvrir les portes de la perception plutôt que de créer des hallucinations de toutes pièces. C'est fascinant. Et elle parle même de précognition, des expériences où le cerveau réagit avant de voir une image. Ça doit faire grincer des dents dans la communauté scientifique. Ah oui, clairement. Ça touche aux recherches sur les phénomènes psy, la rétrocausalité, l'idée que le futur pourrait influencer le présent. C'est très controversé, notamment la question de la reproductibilité des expériences. Mais pour Catherine, toutes ces anomalies pointent vers une nouvelle compréhension de l'esprit, de la réalité. Comme cette illusion d'optique qu'elle cite, les poissons de Wright. Exactement. Deux choses qui semblent séparées, mais qui sont en fait une seule et même chose vue sous un autre angle. Pour elle, la conscience non locale, c'est peut-être ça, la clé manquante, le secret des secrets. On comprend mieux pourquoi son travail attire l'attention. Et les ennuis. Le piratage de Penguin Random House, l'agression de Folkman. Qui tire les ficelles? Les sources sont assez claires là-dessus, non? Oui, ça pointe assez vite vers la CIA et surtout sa banque d'investissement, In-Q-Tel. Q, comme il l'appelle dans les documents, les méthodes utilisées, le piratage hyper sophistiqué mené depuis Londres par un certain Finch. Finch. Et puis les révélations de l'ambassadrice américaine à Prague, Aid Nagal, tout ça suggère une opération clandestine de très grande envergure. On mentionne même le projet Stargate. Stargate. Oui, Le programme de vision à distance. Ça a vraiment existé, ça, non? tout à fait, la CIA a vraiment exploré ces pistes. Et visiblement, certains n'ont pas abandonné l'idée. Et pendant ce temps-là, Langdon, lui, il vit des heures difficiles à Prague. Il y a cette rencontre sur le pont Charles. Assez glaçante. Oui, une femme étrange, en transe, qui correspond à un cauchemar de Catherine. Il panique, tombe dans la Vltava gelée. Il s'en sort de justesse. Et ça le met direct dans le collimateur de la police tchèque. Exactement. Le capitaine Janacek, qui mène l'enquête, est très sceptique. Il pense que c'est un coup monté, une sorte de coup de pub pour le futur livre de Catherine. Il faut l'intervention de l'ambassade américaine. Oui, en la personne de Michael Harris, l'attaché juridique. Charmant, parle tchèque couramment. Mais son rôle est beaucoup plus ambigu qu'il n'y paraît au début. Parlons un peu de ces personnages secondaires qui gravitent autour. Brigitta Gessner, la neuroscientifique. On la retrouve morte. Oui, et pas n'importe où, dans son propre labo secret, caché dans un vieux bastion, Ubojitchmuk, et elle est retrouvée dans un caisson de biostase, une sorte de cryogénisation si on veut. C'est son assistante qui la trouve, Sacha Vesna. C'est ça, Sacha Vesna. Et elle est vraiment au cœur de l'énigme. Le golem dit la protéger, Gessner faisait des expériences sur elle, on n'en sait plus sur elle. Apparemment, elle a un passé compliqué en Russie, hôpital psychiatrique, la mort suspecte d'une infirmière, elle est épileptique, elle a un implant cérébral. Dans les dossiers de Gessner, elle est le sujet #002. Et elle a une relation très distroblée avec Michael Harris. Il la manipule en fait pour le compte de l'ambassadrice Nagel, qui elle-même est sous la pression de Finch. C'est très complexe. Et Harris finit mal, lui aussi. Oui, tué par le golem. Tout comme une agente de la CIA, Susan Housemore. Le golem élimine ceux qu'il perçoit comme une menace pour Sacha. Et ce golem, justement. L'idée d'un trouble dissociatif de l'identité chez Sacha, c'est évoqué? Oui, c'est l'hypothèse la plus probable d'après les documents. Le golem serait un alter ego protecteur. Une personnalité qui émerge pour protéger Sacha du danger, des traumatismes qu'elle a vécus. Mais cette personnalité commet des actes terribles, dont Sacha, elle, n'a pas conscience après coup. C'est tragique. Et toute cette histoire, la science de Catherine, la CIA, Sacha, le golem, tout ça converge vers un lieu précis, caché sous Prague. Oui, le portail. Un complexe secret de la CIA sous le parc Folimanka. Il est relié au laboratoire de Gessner dans le bastion.
C'est là que se poursuivent les recherches inspirées de Stargate, mais avec des moyens beaucoup plus avancés. Quel genre de moyens? La technologie décrite fait un peu froid dans le dos. On parle de caissons de biostase pour maintenir les sujets dans des états spécifiques, de réalité virtuelle très poussée, de drogue pour induire des expériences hors du corps, et surtout d'implants basés sur des neurones artificiels. Des neurones artificiels. Et là, on fait le lien avec Catherine. Exactement. C'est ce que Langdon et Catherine découvrent en explorant ce portail, aidés par l'ambassadrice Nagel qui a fini par changer de camp. La technologie de ces neurones artificiels, ça ressemble de très près au concept que Catherine avait décrit dans une demande de brevet, refusée des années plus tôt. Donc, ils lui ont volé ses idées pour Exactement. construire ce portail. C'est la conclusion à laquelle ils arrivent, oui. La CIA aurait exploité ses travaux, sans qu'elle le sache, pour ce programme de renseignement militaire, disons, avancé. Et la confrontation finale a lieu dans ce portail. Oui, dans la salle principale, une sorte de dôme avec toutes les capsules de biostase. Finch est là, bien sûr, pour les intercepter. Mais le golem, ou plutôt Sacha dans cet état dissocié, intervient. Pour un dernier acte, Un dernier acte à la fois protecteur et destructeur. Le golem bloque le système de ventilation du complexe, qui était caché dans une sculpture de hors 2D dans le parc d'ailleurs. Puis il déclenche ce qu'on appelle un quench du SMS. un quench du SMS, c'est-à-dire Le SMS, c'est un système de stockage d'énergie par supraconductivité magnétique. Un quench, c'est une perte brutale de cette supraconductivité. Ça libère une énergie colossale et de l'hélium liquide qui se vaporise instantanément. Sans ventilation, ça explose. voilà, une explosion massive qui détruit tout le complexe souterrain. La fin du portail. Et nos héros? Langdon et Catherine, ils réussissent à s'échapper en extremis par un tunnel. Finch, lui, est piégé dans une capsule par le golem juste avant l'explosion. Il meurt. Et le golem qui? Sacha Hulberg, Son sort est plus incertain, mais le trouble dissociatif semble confirmé. Le golem était bien cet alter protecteur, né du trauma. Quant au manuscrit de Catherine, le fameux manuscrit, oui, il a été détruit dans l'explosion? eh bien non. C'est le coup de théâtre final de Langdon. Il révèle à Catherine qu'il l'a sauvé. Il avait fait semblant de le brûler au cléminandium, en utilisant de vieilles pages de vélin pour faire diversion. Mais l'original est sain et sauf. Bien joué Langdon. Et après tout ça, quelles sont les conséquences? Elles sont multiples. L'ambassadrice Nagel a une vidéo de la torture de Gessner par le golem. C'est son assurance vie contre la CIA, en quelque sorte. Sacha, elle, est récupérée par la CIA, qui étouffe toute l'affaire pour protéger ses secrets. C'est une situation très ambiguë pour elle. Et Catherine? Elle tire des conclusions de tout ça. Oui, une réflexion assez profonde. Elle suggère que notre fascination pour le virtuel, les mondes alternatifs, c'est peut-être une sorte de gestion de la terreur. Une façon de nous préparer inconsciemment à l'idée que la conscience peut exister hors du corps. Pour elle, le vrai secret, ça reste la nature non locale de la conscience. Eh bien, quel périple! On est passé de la symbologie aux neurosciences, des légendes de Prague au complot bien réel de la CIA. Les recherches de Catherine se révèlent être une véritable boîte de Pandore, soulevant des questions scientifiques vertigineuses, mais aussi des drames humains, comme celui de Sacha et de son golem intérieur. Tout à fait. Et ça nous laisse face à des interrogations assez fondamentales finalement. Si la conscience n'est pas confinée à notre crâne, comme le postule Catherine, où s'arrête notre esprit? Quelles sont les implications pour notre connexion au monde, aux autres? Et surtout, jusqu'où la science peut-elle ou doit-elle aller dans l'exploration et la manipulation de ces dimensions? Le projet Portail montre bien les dérives possibles, non? C'est vrai. Ces histoires, même fictives, nous poussent à questionner nos propres certitudes sur ce qui est réel, sur qui nous sommes, sur les secrets que même notre propre esprit pourrait nous cacher. Beaucoup de matière à réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration intense.